à tous et bienvenue dans Rugby Légende, l'émission qui vous propose de partager le temps d'une émission, le temps d'une heure, un rendez-vous avec une légende du sport français. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un monument tricolore. Le top 14, eh bien, il y a joué, il y a entraîné, il y a même carrément directeur de rugbyisé. Le tout durant 30 ans et à travers 4 clubs de Clermont à Montpellier en passant par Bourgoin ou Toulon. Il a été capitaine du 15 de France, sélectionneur des Bleus. C'est un monument, je vous l'ai dit, qui me fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Philippe Saint-André. Salut Pierre, bonjour à tous. Ça va ? Ça va super, très bien. Pas trop tendu à l'idée de revenir sur ta carrière en long, en large, en travers ? Non, pas tendu. Après, je sais que tu vas me poser des belles questions Ouais. vicieuses. Je connais l'animal, mais non. Puis je suis content de te revoir. Voilà. Moi aussi Philippe, ça me fait vraiment plaisir. Face à lui, un homme qui a vibré, pleuré, rêvé avec Philippe et ses copains. Il porte un amour sans réserve mais aussi sans concession à l'ASM, il faut le dire. Parfois la critique est la preuve d'amour. Julien est avec nous. Salut Julien. Salut Pierrot, bonjour à tous. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand je t'ai dit que tu allais partager le temps d'une émission, le plateau avec Philippe Saint-André ? Que t'allais me donner un sacré coup de jeune puisque de 40 j'allais redescendre à 10 ans. Voilà, c'est ce que tu m'as dit, j'aurai à nouveau 10 ans et c'est exactement pour ça qu'on fait cette émission, pour replonger dans la passion et dans l'enfance des gens qui nous regardent. Enfin, en dépit de son physique de talonneur, c'est le plus ovale des tennisman, le plus journaliste d'entre nous. Vous l'avez probablement vu sur l'équipe BFM iTélé ou entendu sur RMC. Ilia Grandjean, bonjour. Salut Pierre, je suis pas hyper fan de la présentation. Pourtant, les talonneurs, c'est les plus courageux. Ouais, mais j'ai fondu. C'est... Oui, très bien. C'est pour ça que t'es habillé en blanc. Voilà, c'est pour ça. Mais il a raison, le blanc ça affine, c'est bien connu. T'as fondu parce que t'as 3 costauds à côté de Ouais, toi. c'est clair. Je me sens hyper svelte. Oui, c'est vrai qu'en termes d'IMC, t'es pas le plus critiquable autour de la table. Je vais jeter la pierre à personne, surtout pas. T'es svelte parce que t'es avec 3 gros. Mesdames, messieurs, nous allons illustrer les moments de vie de Philippe Saint-André par écho, nos moments de vie, à travers un petit objet, une capsule temporelle qui nous appartient, qu'on appelle un play. Alors vous allez me dire, c'est quoi un play ? Ça ressemble à ça. Philippe, tu vas voir, c'est un objet tout simple qui te permet de te replonger dans un passé assez proche. Par exemple, le bonheur que tu as connu avec Montpellier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu te rappelles de cette action, par exemple ? Oui, c'est la finale top 14 2022. C'est une des premières actions, jeu au pied. Un très beau dégagement de Castel, Geoffrey Palis. Je sais pas, parce que normalement il joue l'occupation et il essaie de faire un petit coup de la suivre. Et après, une action qui est bien menée, qu'on va revenir sur le côté fermé. Et puis Zach Maxer, un centre incroyable, petit jeu au pied. Et Arthur Vincent qui revenait de blessure, qui avait joué que le dernier match de championnat de Clermont-Ferrand, la demi et pour la finale qui marque cet essai. C'est fou Philippe, on dirait que c'était il y a des années, alors que c'est finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Comment tu situes ce souvenir-là ? Lointain, proche ? Il est quand même proche pour moi. 2022, on est en 2024. Puis c'était un moment pour moi exceptionnel parce qu'on va revenir, mais j'ai rêvé de soulever le bouclier avec Clermont en tant que joueur. À l'époque, on perdait les finales contre le Stade Toulousain. Et de le gagner en tant qu'entraîneur. Étonnamment, le premier titre en tant qu'entraîneur, je l'ai eu en étant champion d'Angleterre, alors que je n'avais jamais rêvé d'être champion d'Angleterre. Et par contre, voilà, ce titre de bouclier de Brennus a été un moment très fort dans ma carrière et dans ma carrière d'entraîneur. Julien, je ne vais pas te demander ton avis sur le MHR, on ne va pas se fâcher tout de suite. En revanche, cette victoire de Montpellier, elle est presque surprise. On ne s'attendait pas à une équipe aussi solide après une saison ratée. Est-ce que tu as été surpris du succès de Montpellier ? Alors sur la saison, j'ai pas un souvenir frais, formidable de la saison oui. de Montpellier. Ce dont je me souviens sur cette finale, j'ai 2 souvenirs qui me reviennent. C'est le match de Mahmoud d'Arthur Vincent qui effectivement revenait de blessure et en étant extérieur, j'imaginais pas le voir à ce niveau-là parce qu'il y a cette action, mais il y a tout le reste du match il est énorme, bien sûr. Est monstrueux. Et effectivement, à la fin du match, je me souviens, je regarde ma compagne à côté, je lui fais ça y est, le goré, il a son Brennus. Non, mais comme quoi, il y a des joueurs avec lesquels on tisse un lien
même indirect, parce que si je me trompe pas, vous êtes jamais rencontrés. Du tout. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des passions totalement déraisonnables pour des gens qu'on connaît finalement très peu. C'est le sport qui veut ça. Moi, je me souviens surtout de la fête, notamment de Enzo Forletta. Enzo je crois. Forletta. Oui, C'est ça, je me souviens surtout. Un peu longue. Qui avait l'air, ça avait l'air Avec- festif. Avec Marco Tolène, ils avaient branché Vincent Moscato et Denis Charvet parce qu'ils n'avaient pas mis une pièce sur nous. Déjà, ils pensaient qu'on allait prendre 40 points contre Bordeaux Ah oui, c'est vrai, en demi, demi-finale. bien sûr. Mais bon, c'était une très très belle aventure. Pour revenir, quand même, si on fait une saison où on finit second après 26 journées, donc on avait été quand même régulier durant toute la saison. Et ça venait sur une saison d'avant où ça avait été compliqué, mais on avait gagné 10 matchs d'affilée. On avait gagné le challenge européen. Et étonnamment, on gagne le challenge européen en finale contre Leicester à Twickenham, dans un stade vide parce qu'il y avait le Covid. Mais l'année d'après, Leicester sont champions d'Angleterre et nous, Ouais, ça vous a on lancé. est champion de France. Et étonnamment, c'est un peu la même histoire que j'ai eue avec Sale Sharks. Avec Sale Sharks, la deuxième année, on gagne la conférence européenne contre Pau. Et l'année suivante, d'après, t'es champion. on est champion d'Angleterre. Donc c'est, on va dire, une histoire qui se répète sur la chronologie par rapport à ma carrière d'entraîneur. Voilà. On va revenir justement sur ta carrière de joueur et d'entraîneur à travers 5 plays, puis on va découvrir ton 15 de légende. C'est tout simple, hein. Si tu faisais en gros l'équipe de tes rêves, à quoi ça ressemblerait? Je te préviens par contre tout de suite, si tu me refais la même compo que contre la Nouvelle-Zélande en 2015, je quitte le plateau tout de suite. Le moment que vous attendez tous, les 5 questions horribles qu'on n'a jamais osé poser à Philippe Saint-André ou à supporter de l'ASM, et on finira avec la séquence que CNN et les États-Unis nous envient. Évidemment, le quiz de la mort. Qui connaît le mieux la carrière de Philippe Saint-André? Philippe Saint-André ou Julien, le fan de l'ASM? Allez, c'est parti pour Rugby Légende. Pour commencer en douceur, Philippe, on va remonter le fil de ta carrière en commençant par le commencement. Et pour ça, j'ai missionné Ilia Grandjean. Il va dresser ton portrait. C'est ce que j'ai appelé Philippe Saint-André pour les nuls. Philippe Saint-André, tu es né le 19 avril 1967. Un 19 avril comme Luka Karabatic, Gad Elmaleh, Maria Sharapova et Ferdinand Ier. C'est un empereur d'Autriche Oh, wow. entre 1835 et Et il sait, 1848. Philippe, ça. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Avant de parler de ta vie de rugbyman, d'entraîneur, petit point personnel, historique, tu t'appelles Philippe comme ton grand-père que tu n'as jamais connu. Il était résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Et le 25 juillet 1944, il est assassiné. Il est fusillé par l'armée allemande nazie, tout comme 16 autres résistants qui avaient entre 17 et 39 ans à l'époque. Une histoire de famille forte, une explication aussi de ton attachement si particulier au drapeau et au maillot français. Pour le rugby maintenant, c'est dans ton jardin que ça démarre avec ton petit frère Raphaël, qui est lui aussi devenu joueur professionnel par la suite. On m'a dit caramel, parpaing, rien n'est épargné dans ce jardin. La légende dit que toi, tu étais toujours la France et lui les autres. Est-ce que c'est vrai? C'est ton grand frère? C'est le grand frère qui décide? Ouais, c'est vrai, tout à fait. Nous sommes à Romans-sur-Isère, dans le jardin familial, l'école de rugby ensuite. À partir de 5 ou 6 ans, tu fais tous les paliers là-bas. Le rugby, tes études, c'est ta terre, c'est ton sang. L'Union sportive romanaise et péageoise, un mélange de Romans-sur-Isère et de Bourg-de-Péage. Tu grandis, tu progresses, tu veux faire du rugby ton métier, ta vie. Il faut tenter ta chance dans un plus grand club et du coup, à 21 ans, tu es recruté à 250 km de là, l'ASM, l'association Montferrandaise. Nous sommes en 1988, premier match avec l'équipe première et tout de suite, cela prend 19 essais sur ta première saison. Tu es ensuite appelé pour la première fois en bleu en 1990 pour ton premier match. C'est un 24 mai. Et on ne rappelle pas le score, on rappelle pas... Défaite contre la Roumanie. Voilà. Donc Si, tu peux le dire. Défaite Ça contre part la bien, Roumanie, déjà. ça part bien. Ça part bien. Si je te dis 778, est-ce que ça te parle? 760. Ouais. Moi, je sais. Non, vas-y. C'est ton numéro de joueur en c'est- équipe de France. Ah, Tu es le d'accord. 778e joueur appelé en équipe de France. 69 sélections, 34 en tant que capitaine, 32 essais, un tournoi des 5 nations en 1993 et puis une fidélité à Clermont aussi en tant que joueur. Tu restes 9 ans avant de finir ta carrière à Gloucester. Philippe, le grand public te connaît peut-être plus en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, mais tu as été un joueur exceptionnel et tu es sûrement dans le top 3 des meilleurs ailiers de l'histoire du 15 de France dans un classement très sérieux fait par Pierre et moi au téléphone. C'est vrai, c'est vrai. Tu étais un leader en tant que joueur et tu le seras aussi en tant qu'entraîneur. Tu as 31 ans quand tu es nommé entraîneur de Gloucester. Entraîneur-joueur,
Tu te coaches toi-même. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça évite t'es les tours de titulaire. terrain en gros où tu. Eh ben, ce qui est assez incroyable, c'est que pourquoi j'ai arrêté, c'est que je demandais à mes joueurs d'être très bien physiquement. Et pas toi. Et j'avais envie de dire que le corps ne suivait plus. Donc j'ai été entraîneur-joueur que 6 mois et après j'ai arrêté ma Entraîneur, pas joueur. carrière. Voilà, entraîneur et pas joueur. J'ai été trop exigeant après. Mais tu emmènes le club en demi-finale de Coupe d'Europe et Tout à ensuite fait. tu rentres en France et tu prends les rênes du club de Bourgoin-Jallieu. Une demi-finale de championnat pour ta deuxième saison, mais une fin de saison, une fin de contrat compliqué. Les médias gallois parlent de toi comme candidat au poste de sélectionneur. On va revenir. Ce que n'accepte pas ta direction qui te remercie. Tu rebondis en Angleterre avec les Sharks à Sale où tu vas prendre une autre dimension. Le Challenge européen en 2005, le championnat d'Angleterre en 2006. Meilleur entraîneur d'Angleterre en 2006, rien ne te résiste. Sous ta houlette, il y a des noms très connus comme Jason Robinson, comme Sébastien Chabal, Charlie Hudson et encore plein d'autres. Encore une fois, tu décides alors de retourner en France, à Toulon. Grand projet Boudjelal, grand moyen. Le recrutement est important. Lobé, Wilkinson, Contepomi, Mignoni. Deuxième de la saison régulière, vous perdez en demi-finale contre. Clermont-Ferrand. T'as fait exprès À Saint-Étienne. T'as fait exprès? Non, hélas, non. C'est la, C'est ce que j'allais dire, Julien, on va y revenir aussi. c'est la seule fois où j'étais pas pour les SM. En demi-finale, bon, on va revenir sur ce match-là qui est énorme. Ouais, Mais bon. on va revenir sur ce match-là et sur la saison. Sur cette L'année saison d'après, exceptionnelle. vous êtes seulement 8e du classement, mais un immense défi t'attend puisque le 23 août 2011, tu es choisi pour remplacer Marc Lévremont à la tête du 15 de France. 45 matchs, pas que des bons souvenirs. On y reviendra longuement. 4 tournois à destination, un quart de finale cauchemar en 2015 face aux Blacks et l'aventure des Bleus s'arrête. Après plusieurs années de pause où tu as été consultant pour d'autres sélections, consultant à la radio, Montpellier te lance un nouveau défi. Tu y deviens directeur du rugby. C'est une bonne situation ça, directeur du rugby. Directeur de rugby, ouais. C'est bien ça, parce que tu es en charge de la politique sportive. Voilà, tout à c'est- fait. Mais C'est bon, surtout bien mieux payé qu'entraîneur. ouais, c'est ça. Et là, bam, Covid. Donc arrêt des Tout compétitions. à fait. L'année d'après, Garbajosa est viré et tu prends aussi le poste de manager. Là, tu remportes le challenge européen. Et 6 mois après, le bouclier de Brennus. Merci. Bisous tout le monde. Après tout ça, franchement, Philippe, peu de gens auront autant marqué le rugby français que toi. Est-ce que Merci. ce portrait est fidèle, Philippe? Est-ce qu'on a oublié des grands passages de ta carrière? Non, il est. D'abord, il est bien, il est travaillé. En plus, il y a Attends, on aucune- prend les meilleurs. Au prix où en on les plus, paye. il y a- Merci. Il n'y a aucune erreur. C'est vrai que souvent, il y en a beaucoup qui pensent que j'ai 68 sélections alors que j'ai 69 sélections. Donc, tu t'es pas trompé. L'histoire aussi de mon grand-père fait partie intégrante dans mon histoire personnelle. C'est important pour toi. Oui, c'est important. Et étonnamment, bon, là, il y a eu la commémoration, les 80 ans. Bien sûr, j'y étais. J'ai même invité 30 ou 40 amis. Mais je suis en train de comprendre de plus en plus pourquoi, voilà, la Marseillaise, le drapeau, pour moi, avait une signification sûrement plus forte que pour d'autres joueurs. Et aussi sur... bon, j'ai été élevé avec des principes et des fois, voilà... par exemple, la trahison est quelque chose Insupportable. d'insupportable pour Qui moi. prend une autre Et dimension voilà, pour et toi. je pense que voilà, plus je fais une j'arrive pas à trouver le terme. Plus Introspection. introspection sur moi, sur ma carrière et sur mon histoire personnelle. Et plus je comprends des choses qui, à un moment donné, étaient plutôt innées. Mais maintenant, j'ai une réflexion beaucoup plus approfondie là-dessus. Voilà. Pour en revenir à ta famille, pour savoir où on va, on dit souvent qu'il faut savoir d'où on vient. Voilà. Toi, tu viens d'une famille ouvrière, plutôt Ouais. modeste. Très modeste. Ouais. Tu m'as dit quelque chose il y a 4 ans qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as dit que tu n'avais jamais vu la mer avant tes 18 ans. Parce qu'on ne partait pas en vacances à la mer. Que c'est le rugby qui t'a offert ce truc-là. Ouais. Ça explique le fait que finalement, est-ce que c'est ça qui a construit l'homme et le joueur que tu es? Ouais. C'est cette enfance-là. Oui, sûrement, tout à fait, parce que voilà, mes parents étaient, voilà, mon père était chef de chantier, donc j'habitais Romans, mes vacances étaient à la Chapelle-en-Vercors, donc c'était en montagne à 30 bornes de chez moi. Et c'est vrai que le rugby m'a apporté énormément, m'a apporté une vision
sur le monde assez exceptionnel. Jamais j'aurais cru, mais l'équipe de France, j'ai fait le monde entier, j'ai découvert des gens exceptionnels et je me suis construit en tant qu'homme. Et j'ai envie de dire, le rugby à l'époque était amateur, mais je suis milliardaire d'émotions, de vision, d'ouverture grâce au rugby et grâce à l'équipe de France. Et c'est vrai que oui, la première fois que je suis allé et que j'ai découvert la mer, je devais avoir 17 ou 18 ans. Julien, il y a une histoire assez particulière aussi à Clermont entre Philippe et ce public, une histoire d'amour. Est-ce que tu penses qu'il a été autant aimé à Michelin parce que finalement, il ressemblait aux supporters de Clermont? Sans doute, oui, effectivement. Bon, même si aujourd'hui, la sociologie de Clermont et des supporters de l'ASM a un peu changé. Mais c'est vrai que l'ASM, c'est historiquement le club des Bibles de Michelin. Le club ouvrier, ça a été fondé pour que les ouvriers de Michelin aient autre chose que la vie à l'usine les jours où ils ne travaillaient pas. Et oui, il y a toujours eu historiquement un fort ancrage ouvrier à l'ASM. Et oui, ça a sans doute beaucoup joué pour cet attachement qui s'est fait, même si Philippe n'était pas originaire de Clermont. Il n'était pas bien loin quand même. Mais... Pas bien loin, oui, non, mais par rapport à d'autres joueurs qu'on a connus qui étaient de Clermont, voilà, et qui n'ont pas forcément eu le même attachement. C'est assez exceptionnel. Pourquoi je suis allé à Clermont-Ferrand? Donc j'ai joué en première division parce que Romans à l'époque, l'USRP qui n'existe plus maintenant, c'est le VRDR, Valence, Romans, Drôme-Ardèche. Mais l'USRP à l'époque jouait en première division, donc je commence à 17 ans en première division, mon premier match à Oloron-Sainte-Marie. Et l'année d'après, c'est les poules de deux poules de 12, donc 24 clubs. Et bon, on doit finir dernier ou avant-dernier. Il y avait Clermont-Ferrand, il y avait Toulouse, il y avait toutes les... Mais je crois que le club de Romans doit marquer, je crois, 13 ou 14 essais dans la saison. Et sur les 14 essais, j'en mets 11. Et donc, je finis troisième meilleur marqueur du championnat. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que voilà, la troisième mi-temps a été importante à ce moment-là. Et j'ai toujours aimé écouter les anciens, poser plein de questions et tout. Là. Et c'est pour ça que pour moi, la transmission a toujours été importante, surtout dans ce sport. Et j'avais 2-3 anciens, donc Maire qui était un pilier droit, Daniel Branco, pilier gauche. Et en troisième mi-temps, il me dit « Mais Philippe, t'as rien à foutre avec nous. Casse-toi, va dans un grand club, tente ta chance. » Parce que un avait eu un contact à Toulon, il ne l'avait jamais fait. Il m'a dit « Tente-le. » Et donc, je me suis dit « Mais peut-être qu'ils ont raison. » Et donc, j'ai eu plein de clubs. Bien sûr, j'avais Grenoble, j'avais Bourgoin, j'avais Tarbes qui, cette année-là, avait fait, je crois, la finale du championnat de France. J'avais eu 7-8 clubs. Et là, j'ai eu Jean-Pierre Romeu qui m'a appelé. Le Gaulois, pour moi, bon, c'était une légende. Avec mon frère, on le regardait au tournoi des 5 Nations. Il faisait la charnière avec Jacques Fouroux. Il était directeur sportif de Clermont. Et il était en plus adjoint de l'équipe de France de Jacques Fouroux. Et il m'a dit, voilà, tu as du potentiel et ça serait bien. Et sincèrement, à partir du moment où il m'a téléphoné... C'était joué, ça y est. C'était joué, j'ai même pas parlé. Là. J'ai dit à mon père, je vais à Clermont-Ferrand. Donc voilà comment c'est passé, alors que Liénard, à l'époque, avait dit, oui, il va venir à Grenoble. J'étais étudiant à Grenoble, je faisais mes études de l'UFRAPS, professeur à gym à Grenoble, mais dès que j'ai eu un coup de fil de Jean-Pierre Romeu, voilà, j'ai pas hésité une seconde et j'ai vécu 9 ans exceptionnels à Clermont-Ferrand. Et là, voilà, j'ai grandi en tant qu'homme, en tant que citoyen et bien sûr en tant que joueur de rugby. Julien, tu as des souvenirs de Philippe joueur ? Alors j'en ai quelques-uns, ouais, effectivement. Moi, je suis arrivé au stade un peu sur la fin de ton passage à Clermont, mais j'ai quelques souvenirs, des images comme ça, effectivement, de débouler sur l'aile gauche, du Michelin. Effectivement, oui, ça fait partie des premières images que j'ai. J'ai peut-être étonnamment plus d'images marquantes en bleu.
de cette époque-là. Mais oui, bien sûr, que Faut dire qu'il a- les Oui. déboulés sur l'aile gauche du Michelin, on s'en souvient. Avec les chaussettes baissées. J'avais des trop gros Ouais. mollets, tu sais. Donc T'étais un joueur quand même qui ne respirait Atypique. pas l'élégance. Non. Hein, c'était pas ta marque. J'étais plus dans efficacité. l'efficacité l'élégance. Philippe, j'aurais environ 3 millions de questions sur ta carrière de joueur, mais il se trouve que j'aurais voulu te poser des questions sur ton passage en Angleterre, sur le marché aux fleurs de Gloucester, sur ta vie de sportif, sur tout ça. Mais tu l'as déjà fait avec moi sur RMC. Alors on va pas refaire ce qu'on a déjà fait. On aura quand même on a quand même des chances de faire moins bien. Donc, on va plutôt aller sur ta carrière d'entraîneur, puisque c'est quelque chose que tu as finalement très peu raconté, de tes doutes, de tes erreurs, de tes choix en tant que coach. On va donc ouvrir ce chapitre avec un club spécial, parce que c'est pas une ville, c'est une manière d'être. La Bergalie, le CSBJ, on est en 2002, et après un passage franchement remarqué en Angleterre, avec Gloucester, tu débarques à Bourgoin et ça donne ça. Je sais pas si tu te rappelles de cette équipe du CSBJ, une formation très spécifique, avec une véritable culture. On est en 2002 face au Biarritz Olympique. Et c'est Anthony Forrest qui va aller marquer cet essai en prenant le meilleur sur Philippe Bernatsal à l'extérieur. Et je pense que c'est peut-être Bidabé à l'intérieur. Tu te rappelles de ce passage à Bourgoin, de cette génération exceptionnelle? Ah oui, bien sûr. C'était un moment important pour moi. Clermont-Ferrand, Bourgoin-Jallieu, au CSBJ. Mon fils, en plus, est né à Lyon, à cette période-là. Et puis, c'est bien joué, on a des Qatar avec Jeff Cooks, les frères Forrest, mais c'est surtout le paquet d'avant. J'avais, et après, pratiquement la moitié De l'équipe de France. de l'équipe de France. Ouais, Sébastien Chabal, Olivier Millou. Il y avait un jeune seconde ligne qui jouait en espoir. J'ai dit, celui-là, il est pas mal. Il s'appelait Pascal Papé. Donc tout de suite, je l'ai fait monter. Il y avait aussi un autre jeune qui avait été formé à côté de Bourgoin-Jallieu, qui jouait demi d'ouverture et qui s'appelait Julien Bonner. Et donc, après, j'avais Pierre Rachy, j'avais Lionel Nallet aussi. Et donc, j'avais un paquet d'avant monstrueux. Et je crois que pendant 18 mois, on n'a pas perdu un match au Pierre Rajon. Bon. Alors, ils n'avaient pas trop aimé à un moment donné. Je disais qu'on était, des fauves à domicile et des agneaux à l'extérieur. Mais à domicile, c'était assez exceptionnel. Il y avait aussi David Venditti. Et puis, il y avait aussi un jeune qui jouait en junior qui s'appelait Florian Fritz, que j'ai fait vite rentrer en équipe première. Donc, enfin, on avait une génération exceptionnelle. Et puis à Bourgoin, parce que moi je suis originaire donc de la Drôme, il y avait Lyon n'était pas en top 14, Grenoble n'était pas en top 14, en Drôme-Ardèche il n'y avait plus un club alors que Lavoult, Romans, Valence avaient été en première division. Et tous les gens du rugby venaient à Pierre Rajon pour voir du rugby de haut niveau. Et ça a été une période assez exceptionnel. Bon, ça s'est fini un peu, ça a été compliqué avec Pierre Martinet sur la fin. On va y revenir Mais- dans 5 secondes. Juste avant, Julien, cette génération bergalienne, ce CSBJ, pour moi, c'est mon enfance. C'est le Dauphin, les Ciels et Grenats, c'était un club immense. Est-ce que tu as des souvenirs de cette génération? Philippe l'a dit, les Pieraski, les Bonner, Chabal, c'était énorme. Alors j'ai deux types de souvenirs avec Bourgoin. Bon, d'abord, il y a une finale. Alors à l'époque, ça devait être la première conférence européenne ou le premier bouclier européen. Ça a changé tellement de fois. Ouais. Où effectivement, c'est une finale Bourgoin à SM à Gerland qu'on gagne. Oui, Vous avez le droit de gagner des finales. On a le droit de gagner des finales interdit. des fois, voilà. Et après, effectivement, toute cette génération-là. Et bon, c'est vrai que c'était surtout les avants qui marquaient. Quand tu commençais à citer les prénoms, j'avais les noms de famille qui venaient direct. Et puis, Clermont, on a quand même récupéré un ou deux, et Oui, pas pas des les plus moindres à mauvais. l'époque. Dans Morgane Parra. Morgane Parra, Julien Dont Bonner. Morgane, mais dans les avants, ouais, effectivement. Il y a eu Morgane et Jubon. Les deux, quand ils sont arrivés à Clermont, ça a été phénoménal. Et toute cette équipe-là, effectivement, à l'époque, on savait que quand une équipe allait à Bourgoin,
il fallait Rajon, être c'était pas costaud marrant, dans ouais. les têtes et devant pour. Non, mais parce résister, qu'en plus, ce qui était exceptionnel, c'était 80% des mecs étaient du cru. J'oublie Benjamin Boyer, Alexandre Péclier, ouais. les frères Forest. Et donc, les mecs à domicile, il y avait toutes les familles, tous les amis, tous ceux avec qui ils étaient allés à l'école. Le stade était plein, mais ils étaient à la maison. Et sincèrement, je me souviens de préparation. Alors après, j'étais en plus Laurent Sen qui était entraîneur avec moi. On a joué en équipe de France ensemble. Bernard Faure, préparateur physique. Les deux étaient venus avec moi parce qu'ils avaient été à Gloucester avec moi avant. Donc, Patrick Sébastien qui était venu avec nous, qui était le vice-président. Donc, on était bons en première mi-temps. On était bons en deuxième mi-temps. Mais en troisième mi-temps, Intouchable. on était exceptionnels. Intouchable. et puis un public fantastique. Et à l'époque aussi, ce club travaillait très bien sur la formation. C'était vraiment le club leader à cette période-là. Et sincèrement, je me suis régalé avec des mecs bien. Voilà, c'est ceux qui vivent dans les terres froides, comme on dit, vers Bord-Père, etc. C'est des rudes, c'est des solides. Et c'est des mecs qui sont fidèles sur le terrain et fidèles en amitié. Juste revenir un tout petit peu en arrière à Gloucester et même à Bourgoin, parce que tu as 31 ans quand tu deviens entraîneur. Là, tu as quoi, 34, 35 ans quand tu arrives à Bourgoin. J'ai fait 5 ans à Gloucester, donc ouais. Tu as des joueurs qui doivent avoir presque le même âge que toi. C'est pas toujours simple, j'imagine, de se faire une place en tant qu'entraîneur, ou c'était inné chez toi, tu as toujours su que tu voulais être entraîneur? Alors sincèrement, jamais j'avais imaginé être entraîneur. C'est ce qui est assez étonnant. Par contre, quand tu es capitaine des équipes, automatiquement, tu dois réfléchir sur la stratégie, tu dois communiquer avec ton entraîneur et communiquer avec tes partenaires. Et je vais t'expliquer, je l'ai peut-être rarement raconté, Pierre ne doit pas le savoir, pourquoi j'ai été directeur de rugby, donc entraîneur de Gloucester. Et donc j'ai demandé cette question à Tom Walkinshaw, qui était le président de ce club, qui avait les Formule 1 à Rose, qui avait été un joueur de rugby, un mec exceptionnel. Et je lui ai dit, Tom, pourquoi tu m'as proposé le rôle d'entraîneur? Il me dit, c'est simple, il me dit, j'avais une entreprise, il faisait des moteurs pour les voitures en Australie. Et il a une réunion, il dit, j'en ai marre de ce club de Gloucester, je mets beaucoup d'argent, on est au fond du classement, ça va mal, etc. Et là, donc, il y avait des Australiens et il y avait des Néo-Zélandais. Et il y a un Néo-Zélandais qui était donc chairman d'une de ces entreprises qui dit, mais qui c'est que tu as de joueurs connus dans cette équipe? Donc il donne 3-4 noms et il dit, et j'ai aussi Philippe Saint-André, l'ancien capitaine de l'équipe de France, 3 Carrel. Et le mec il dit, c'était le capitaine de l'équipe de France 94 qui a gagné la série de tests en Nouvelle-Zélande. Donc il lui dit oui. Il dit, je suis sûr que si tu lui donnes les clés du camion, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et il revient. Incroyable. Et il me dit, Philippe, je te propose le rôle d'entraîneur, alors que 2 ans avant, je ne parlais pas un mot d'anglais. Au bac, j'avais pris espagnol première langue. Et mon frère était parti avec moi. Il jouait sur l'autre aile, mais c'était mon traducteur. Je ne disais pas un mot d'anglais. Au début, c'était horrible. À la fin de la journée, j'avais un mal à la tête. Je voulais voir plus personne. Je m'enfermais dans la voiture. J'écoutais les grandes ondes. J'écoutais RMC, France Inter, etc. Et 2 ans après, je suis le patron du club. Et donc, ça vient encore... j'ai jamais eu de plan de carrière. Moi, ça a toujours été, mais ça vient encore sur ce que tu m'as dit tout à l'heure sur l'équipe de France et le rugby m'a tout apporté. Et donc, je suis redevable au rugby français. Bourgoin, pour y revenir, ça se passe bien la première saison. Enfin, tu fais une demi-finale. Très rapidement, le club s'inscrit comme un des cadors du championnat. Et puis, il se passe ça. Ça te parle, cette photo-là? Je vais te montrer une photo. Regarde. C'est le Pays de Galles qui vient d'être battu à domicile par l'Écosse pour le dernier match du tournoi. On est en 2004.
C'est donc le dernier match de Graham Henry. Ils évitent de peu la cuillère de bois parce qu'ils battent de justesse l'Italie. Graham Henry se fait virer et il se passe un truc de fou, tu nous racontes ? Ouais. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que 3 mois avant, je dis à Pierre Martinet, qui était le président du club, mais moi j'étais non seulement entraîneur, mais j'étais le directeur du club, parce que dans les clubs, j'ai tout fait. Et là, j'étais le directeur du club. Et je dis, Pierre, là, on a une génération exceptionnelle. Et donc, il faut re-signer les joueurs en amont, rapidement. Chabal, Nallet, Bonner, Papé, Florian Fritz, Boyer, Pécli, enfin, je lui dis, on a une génération exceptionnelle. Et donc, je voulais un petit peu anticiper, avancer. Je dis, il faut vraiment les signer. Et là, il me dit, non, ils ne sont pas encore venus me voir. Ne t'inquiète pas, on va pas les signer tout de suite. Je dis, non, sincèrement, on est au mois de janvier, je veux anticiper sur la saison prochaine. Et donc, on n'était pas du tout d'accord sur la politique sportive. Et donc, ça a été un petit peu tendu à cause de ça. Et j'ai un agent qui m'appelle et qui me dit, Philippe, tu as été champion d'Angleterre, ça se passe bien à Bourgoin, tu es sur la shortlist pour le Pays de Galles, est-ce que ça t'intéresse ? Je lui dis, si tu veux, tu peux donner mon CV, mais bon, pour l'instant, je veux surtout pas que ça se passe. Je suis encore sous contrat avec Bourgoin-Jallieu, mais regarde. Et là, première page dans l'équipe, Saint-André en relation avec le Pays de Galles. Et ce qui est l'histoire incroyable, c'est que ce jour-là, on reçoit Gloucester, donc le club que j'ai entraîné, en Coupe d'Europe. Et le matin, donc on a la réunion, Martinet vient me voir, il me dit, c'est fini, t'es viré. Et il me vire juste avant le match. Bon, après, ça pas fait de partie. discussion, rien. Ah non, il m'a dit le traiteur intraitable. Alors après, ce qui est assez incroyable, c'est que donc je me fais virer le matin du match. Et le lendemain ou 2 jours après, j'ai le président de Sale Sharks qui m'appelle, il me dit, Philippe, tu nous as toujours gagné avec Gloucester, avec Bourgoin, parce qu'avec Bourgoin, on les avait gagnés l'année d'avant à domicile, à l'extérieur. Il me dit, ne signe nulle part, je veux te voir et tu viens à Sale, tu viens à Manchester. Donc voilà, juste une expérience, donnez pas votre CV. Ou alors si, mais il faut vraiment vouloir partir, Ouais, quoi. Ne faites pas ça pour rigoler, voir. Et puis sincèrement, bon, je pensais, voilà, il me disait oui, la négociation, il va y avoir des entretiens, ça va être très long, ça va durer 6 mois, 8 mois, et je crois que j'étais en fin de contrat 6 mois après. Puis t'as le droit d'être curieux, t'as le droit de vouloir voir comment ça se passe ailleurs. Alors que là, ça a été violent. Julien, ça paraît complètement fou ce genre d'histoire aujourd'hui, à l'heure où on signe des pré-contrats 1 an avant. Ah bah, et même un an avant, c'est la théorie, parce que normalement, on n'a pas le droit de contacter les joueurs 12 mois avant. Oui. Dans la dernière année de contrat. On peut les contacter, voilà. 6 mois. 11 mois et 29 jours. 29 jours. Et alors qu'on sait tous qu'aujourd'hui, le recrutement d'un club est quasiment Oh ficelé fin septembre. Bah oui, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr que c'est un. Puis il y a l'exemple, par exemple, là, avec Christophe Furios. je m'occupe du recrutement pour Aix-en-Provence pour la saison prochaine. Là, t'as le droit. Ben oui, j'ai le droit. Bien sûr que t'as le droit. Non, Bien mais à sûr partir du joueur, à partir du moment où il n'a pas re-signé au 1er juillet, il est libre pour la saison. Tu peux rentrer en contact voilà. avec lui et tu peux négocier. D'ailleurs, tu as des excuses à nous annoncer. Johnny Wilkinson revient. Voilà. Je crois que je vais te signer, Pierre, aussi en tant que talonneur. On cherche un talonneur. Ouais, le 5e talonneur, alors vraiment. Joker médical. Ouais, même là, Joker médical, il est pas en forme, quoi. Là, je vais te dire, Philippe, tu me ferais pas un cadeau. Non, en plus, autant je te ferais pas un cadeau, autant tu me ferais pas un cadeau non plus. T'es gif pourtant. Ouais, c'est vrai, je suis gif. Bon, je suis quand même aussi nul, donc il faut pas oublier quand même le niveau sportif auquel je me situe. Tu sais, j'ai modestement joué en Fédéral 3, j'étais pas indiscutable. Alors je vais quand même pas postuler à la Pro D2 tout de suite. On le dit, c'est un mal pour un bien parce que t'es donc viré de Bourgoin par Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Alors qu'on est, je crois, en championnat, on est premier ou second. Ouais, vous êtes qualifiable pour les phases finales. Ouais, je crois qu'on est premier ou deuxième.
Donc, mais après, ça fait partie de, Oui, ça fait partie de ton histoire. de mon histoire. Par contre, voilà, invaincu à Pierre-Rajon pendant ces 18 mois. On n'a pas perdu un match en championnat à Pierre-Rajon. Et tu vas donc rebondir à Sale, tu l'as Ouais. dit. Là encore, c'est une ville qui est plutôt ouvrière. C'est pas une ville de grands bourgeois. Là encore, c'est une équipe qui a jamais gagné. Là encore, c'est un projet qui paraît impossible. Tout à fait. Et en 2 ans, tu vas gagner 2 titres, la petite Coupe d'Europe et le championnat d'Angleterre. On va avoir d'ailleurs une photo de ce titre de champion. Une nouvelle fois, tu t'entoures plutôt correctement. Une de tes qualités, c'est le recrutement, c'est faire venir les joueurs qu'il faut. Sébastien Bruno, Sébastien Chabal, Jason Robinson, pour ne citer que les monstres. Jason Robinson y était déjà. Par D'accord. contre, Sébastien Bruno... Et Sébastien Chabal, Fernandez Lobé Fernandez aussi. Lobé aussi. Et après, Lionel Faure, Daniel Larrechea. Et voilà, après, j'ai amené quand même quelques Valentin joueurs. Courant. Valentin Enfin, Courant. tu as fait venir quand même quelques joueurs de qualité. Est-ce qu'à un moment, tu te dis que finalement le rugby anglais te correspond mieux, que tu vas plus facilement y arriver? Peut-être. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement, donc j'ai connu ce fonctionnement en Angleterre, où quand tu es entraîneur ou directeur de rugby, voilà, tu as le président, mais il te donne un budget, il te dit, voilà, maintenant C'est libre. tu es libre, tu gères de A à Z, et puis on fait les comptes 2 ans ou 3 ans après. Et là-dessus, par contre, je fais pas la même... on va dire, l'expérience de Gloucester. Gloucester a été exceptionnelle. J'ai fait 5 ans, j'ai fini ma carrière de joueur. J'ai été entraîneur, demi-finale de Coupe d'Europe. On a fini second du championnat, alors qu'avant, on était plutôt en 11e. Ouais, c'est dire 10e. Voilà. Ouais. Par contre, à un moment donné, j'avais fait pas mal d'erreurs, c'est-à-dire que comme j'étais un jeune entraîneur, j'avais amené un entraîneur français, Laurent Seigne, parce que je m'entendais bien, Bernard Faure, préparateur physique, Jean-Pierre Darnaud, un ostéopathe. Et à un moment donné, à Gloucester, en Angleterre, ils avaient l'impression qu'il y avait que des Français dans le staff. Donc, sur certaines défaites, au bout de 3-4 ans, les mecs disent oui, mais on n'a pas bien compris ça. Et quand je suis parti en Angleterre la 2e fois, j'ai dit j'y vais tout seul et je vais prendre un staff que d'anglo-saxons, etc. Alors après, par contre, j'ai amené quelques joueurs, dont Sébastien Chabal, et l'histoire est exceptionnelle. C'est que Pierre Martinet ne voulait plus de moi, mais il voulait plus de Chabal non plus. Et donc, je dis Seb, je pense que viens avec moi, tu as un potentiel énorme. Si tu pars en Angleterre aussi, à Manchester, 300 jours de pluie par an, donc l'hygiène de vie, tu vas être bon, tu vas t'entraîner comme un fou. Et c'est du pur Sébastien Chabal. C'était dans ma cuisine à Bourgoin, à Maubec. C'est un petit village à côté de Bourgoin. Il me dit Philippe, laisse-moi 15 jours. Moi, je voudrais aller au Stade Toulousain. Donc, laisse-moi 15 jours. Et si le Stade Toulousain me recrute, je vais au Stade Toulousain. Sinon, je te suis. Donc, il avait fait un peu l'appel du pied. Je pense qu'il avait fait quelques articles, les agents et tout. Guy Novès il en voulait pas. Ne le veut pas. Et il revient, il me dit, allez, on fait les bagages, je te suis en Angleterre. Mais c'était exceptionnel parce qu'il se mettait en danger. À l'époque, il n'avait pas la barbe, rien du tout, mais il se mettait en danger complètement. Et ça a été une réussite incroyable, exceptionnelle. Et moi, j'ai eu la chance de l'entraîner 7 ans, de l'entraîner 2 ans à Bourgoin-Jallieu et 5 ans à Sale. On reviendra sur le cas de Sébastien Chabal, de Jason Robinson, parce que tu as fait ton 15 de légende. Et peut-être qu'ils sont présents dans le 15 de légende. Peut-être, on va voir. Excuse-moi Pierre, j'ai juste une petite question. On avait eu Julien Brugnot qui était venu et qui parlait. Bon, alors le Munster, c'est pas le même pays, mais c'est quoi la différence que tu as vue en arrivant aux Sharks par rapport au top 14 ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, le rugby professionnel a été plutôt en Angleterre qu'en France. Nous, le rugby professionnel passe professionnel en 95. Nous, pendant 2 ans en France, on le refuse. On passe professionnel en 97. Donc déjà, ils avaient de l'avance. Et moi, ce que j'ai appris tout de suite, c'est que d'avoir un staff plus pléthorique. À l'époque, en France, il y avait 1 ou 2 entraîneurs, un préparateur physique, point final. Les mecs avaient peur de partager le pouvoir.
Et en Angleterre, j'ai tout de suite appris d'avoir des spécialistes, des experts avec moi, un spécialiste de la touche, un spécialiste du jeu au pied. En plus, on se servait des spécialistes de l'équipe d'Angleterre parce que Clive Woodward avait mis en place, pour optimiser les joueurs, des spécialistes. Donc, il y avait des spécialistes du jeu au pied, des spécialistes de demi-mêlée, des spécialistes, des lanceurs qui venaient dans les clubs pour optimiser et pour faire progresser. Et donc, tout de suite, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que, voilà. Et alors après, par contre, c'est vrai que les anglo-saxons, je le dis souvent dans le management, nous, Français, tu as 24-25 mecs, mais le préparateur physique, à un moment donné, il veut devenir kiné. Le kiné, des fois, il veut devenir docteur. Et le docteur, dans le staff, c'est celui qui a fait le plus d'études, qui a le plus de bulbes. Et des fois, il veut faire l'équipe à ma place. Alors que dans les staffs anglo-saxons, les mecs, ils restent dans leur niveau de compétence et ils vont pas essayer, ils vont essayer de bien faire leur métier. On le sait, nous, en français, souvent, on s'ennuie rapidement, on n'aime pas la routine et qu'à un moment donné, on est bon dans un milieu, mais on veut des fois dévier sur d'autres choses. Puis il y a le côté latin aussi. On aime bien s'embrouiller, on aime bien gueuler, on aime bien... Tout à fait. Donc l'Angleterre m'a apporté énormément et j'ai pris énormément de plaisir. J'ai fait quand même 10 ans en Angleterre parce que j'ai fait 5 ans à Gloucester et 5 ans à Sale Sharks. C'était mieux l'anglais à Manchester parce qu'on comprend quand même rien quand tu parlais de ça. Il parlait qu'avec des expats. Julien, juste 2006, c'est aussi une révolution à Clermont. Ah oui. C'est une année charnière pour la suite du projet. Ouais. Parce que là, en 2006... C'est l'arrivée de Cotter. Clermont ne termine pas dans les 6, la première 2005-2006. Et 2006-2007, c'est l'arrivée de Cotter, de Brooke James, de toute une génération qui va s'imposer. À ce moment-là, est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose dans un club pas endormi, mais pas loin quand même? Alors, au début de la saison, pas forcément. Effectivement, on sort de 4-5 saisons. Il y a eu la période Team Lane où on fait 2 finales, 99-2001. Ouais. Derrière, pas mal de changements, des staffs qui durent 1 an. Et pareil, sans doute des problèmes de stabilité, de compatibilité. Le virage du professionnalisme peut-être mal pris à Clermont. Quelques stars qui arrivent, qui repartent. Je pense à Brighton Pauls, je pense à des joueurs Stephen Jones, qui effectivement étaient de passage ou pas mal après de joueurs qu'avait connu Philippe qui était en fin de carrière et qui arrêtait ou qui venait d'arrêter. Et effectivement, on arrive en 2006, aussi un nouveau président, René Fontes, qui arrive et qui, grosso modo... Qui a été excellent. Qui a été excellent et qui a compris qu'il fallait restructurer le club, qui est allé chercher un mec que personne ne connaissait à Clermont, sauf ceux qui avaient suivi un peu le rugby lourdé. Ouais, c'était quand même pas une méga star en arrivant. Et donc, c'était Vern Cotter qui arrive, il y avait besoin d'indices, donc il arrive en théorie avec Cameron McIntyre dans les bagages. Ouais, sauf qu'il se fait bloquer par la fédé néo-zélandaise. Il a pas sa lettre de sortie. 6 mois après, il arrive à Castres. Mais il a pas sa lettre de sortie. Et on se retrouve 110 à 1 mois de la saison. Et donc, Verne, est-ce que tu connais quelqu'un? Voilà, il repense un peu au championnat NPC, aux petits jeunes qu'il avait vus dans le championnat NPC. Il dit, il y a un Australien qui est pas mal, on le fait venir. Brooke James. Et un inconnu total de la Western Force. Hein, voilà, Anthony Flush nous l'avait raconté d'ailleurs. Il débarque et effectivement, au bout de 2 semaines, il met tout le monde d'accord à l'entraînement. Il y avait Pierre Mignoni, 2000. Ouais, il y avait Pierrot qui était là, qui a fait 3 finales perdues et qui après est parti après la finale de 2009 et qui n'a pas connu celle de 2010. Et effectivement, la saison 2006-2007, c'est un peu bizarre parce qu'on est sur 4-5 saisons un peu compliquées. Il y avait eu une année où Alain Yardet se fait débarquer rapidement, Olivier Saïssé qui arrive, qui sauve un peu les meubles, mais qui part à la fin de la saison aussi. La saison juste avant, effectivement, qui est compliquée. Vern Cotter décide de faire pas mal confiance à des jeunes du club. On ne sait pas trop où on va aller sur cette saison-là. Assez rapidement, il y a quelques matchs qui, s'ils ne sont pas gagnés à l'extérieur, je me souviens d'un match au Vieux-Jambouin où quand même on perd, mais de peu, sur une série de 3 matchs en 10 jours. Là, on commence à se dire, il y a peut-être quelque chose dans cette équipe. Et la sauce prend. La sauce prend. Et puis la méthode Cotter qui est mettre du jeu de partout, beaucoup de volume. Beaucoup de rigueur aussi. Et sur la préparation physique, sur l'hygiène de vie. Il courait après les mecs quand ils s'arrêtaient sur les aires d'autoroute. C'était phénoménal. Et cette saison se finit avec mes premières larmes au Stade de France. Et oui. Contre le Stade français. Voilà. Et oui, série de larmes qui va se stopper dans quelques années. On va pas spoiler, mais
Il y a eu 4 années Ah bah assez terribles. 2007, le Stade français avec un écroulage complet. On est devant pendant tout le match. Il y a un quart d'heure de la fin. Puis il y a 7 touches en fin de match. Je vais pas revenir sur le positionnement de Paris C dans cette dernière touche parce qu'il y a débat avec les supporters du Stade français. Mais derrière, effectivement, déjà, il y a l'essai d'avant avec Pichot qui nous fait très très mal. Et cette dernière action, effectivement, cette touche grattée, la remontée de 80 mètres, Radic et Samo et c'est en coin horrible, voilà. alors qu'il a fait une saison en bois, qu'il est pas bon du tout toute l'année. Et il fait des phases finales de tueur à gages. Bon, c'est comme ça. Et après, 2 saisons où on est monstrueux en phase finale. 2008, on est monstrueux de la première journée à la fin de la demi-finale. Et il n'y a pas photo en finale, pardon. À une exception près, Julien Bonner qui nous sort un match phénoménal pour sa première saison à Clermont. Meilleur joueur de la finale alors qu'on perd. Ça, c'est les trophées, franchement. Voilà. T'es content de le recevoir à la fin, quoi. Là, après, le trophée GMF du meilleur joueur, je vais rentrer chez moi. Et après, 2009, pareil, on marche sur la saison régulière. Justement, 2009, on y arrive parce que 2009, tu vas croiser la route une première fois de Philippe Saint-André, puisque Philippe, tu arrives en 2009 à Toulon. Déjà, il y a un truc assez drôle. C'est que à Sale, les choses se passent un petit peu moins bien à la fin de ton cycle. C'est un petit peu... Alors, étonnamment, non, à Sale, ça s'est très bien passé pendant 5 saisons. C'est juste que tu gagnes pas à la fin de la dernière année. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle politique anglaise, un peu comme les GIFs, où ils ont dit, bon, maintenant, il faut beaucoup plus d'anglais, 15-16 anglais. Et donc, le président, Brian Kennedy, qui était un super président, il me dit, Philippe, je te propose de signer 3 ans de plus. Par contre, il faut économiser 1,2 million de livres sur la masse salariale. Et donc, plus ou moins, il fallait se séparer de Sébastien Chabal, de Fernandez Lobé, de l'autre Lobé que j'avais fait venir. Ignacio. Il y avait Sébastien Bruno. Enfin, en gros, Luc McAllister. Donc, il me dit... te demandait de faire aussi bien avec moins bien. Non, il me disait pas d'être aussi bien. Il m'a dit, voilà, maintenant, je te re-signe 3 ans, Philippe. Par contre, on a plein de jeunes Anglais au centre de formation. Et par contre, il faut se séparer de mes meilleurs joueurs. Et la problématique, c'est que ces mecs-là, c'est moi qui les avais fait venir. Et donc, je ne me voyais pas les virer et rester. Et donc, à la fin de la réunion, je lui ai dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, tu viens d'économiser de l'argent. La mauvaise nouvelle, c'est que je m'en vais. Voilà. Et je suis parti, et pareil, une semaine après, Aubin Weber m'appelle, et Mourad Boudjela c'est le Toulon de Mourad, m'appelle, et je pars à Toulon. Mais quand j'étais à Sale, j'ai joué mon retour à Clermont-Ferrand, c'est en 2007 ou en 2008, où l'équipe était exceptionnelle de Clermont. Ils avaient fait en Coupe d'Europe. Et on fait un match énorme avec Luc McAllister qui est exceptionnel, et on gagne avec le bonus offensif à Clermont-Ferrand sur mon retour à Clermont, parce que j'étais parti, je sais pas c'était en quelle année, ça devait être 97 je crois, ou 96, et je reviens 8-9 ans après. Ouais. Justement, ce Toulon de Mourad Boudjelal, c'est les Galactiques que tu vas inaugurer, entre guillemets, que tu vas lancer, parce que tu arrives avec du très lourd. Tu arrives avec donc Fernandez Lobé, avec Joel Abd, Felipe Contepomi, et surtout avec Johnny Wilkinson. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est comment tu fais pour convaincre ? Qu'est-ce que tu leur racontes ? Qu'est-ce que tu leur vends ? Parce qu'à ce moment-là, Toulon, c'est pas le Mayol en fusion, c'est pas les Galactiques, c'est pas les titres européens. Et puis, dans un deuxième temps, mais on va y revenir, j'aimerais que tu me parles de Johnny quand même, parce qu'il y a un mystère. Quand tu le recrutes, il sort de quasiment 3 saisons blanches, il a 12 blessures graves. Pourquoi lui ? Pourquoi tu vas le chercher ? Alors, quand je vais à Toulon, donc j'arrive au mois de mars, donc j'arrive 3-4 mois avant. Et c'est compliqué parce que je convoque les joueurs dans l'hôtel qui est en face de Mayol et tout, et je me sépare de 22 joueurs. Donc je me sépare de 22 joueurs et j'amène 18 joueurs.
Et j'amène aussi, je récupère Pierre Mignoni et Laurent Emmanuelli qui jouent à Clermont-Ferrand. Et je leur dis, voilà, on a un projet énorme et c'est 2 Toulonnais. Et c'est important quand tu vas dans un club de garder l'ADN du club avec des joueurs du cru. Sur Johnny Wilkinson, alors on avait fait un deal avec Mourad Boudjela. Je m'occupais du recrutement. Et il avait le droit à 2 joueurs, les 2 joueurs du président. À l'époque, il n'y avait pas de salary cap, il n'y avait pas de GIF, etc. Et donc, la première année, il me dit, bon, je vais te prendre Karl Lehmann. T'étais content? J'étais content. Oui. Et Johnny Wilkinson. Alors, Johnny Wilkinson, pour moi, Johnny, c'est exceptionnel, mais ça fait 3 ans, il est blessé, c'est difficile pour lui. Et Mourad, il dit non, j'ai le nez. À Newcastle, il fait que de pleuvoir et tout. C'est un karma. Il va venir sur la plage, à Toulon, à Mayol, le soleil, etc. Et ça va bien se passer. Je dis, pour moi, en plus, si c'est 2 joueurs du président et que tu m'amènes 2 mecs comme ça. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Johnny me pose des questions. Alors je lui dis, si tu veux être tranquille, il faut vivre plutôt côté Bandol. Parce que si tu vas à Carqueiranne, où il y a 90% des joueurs, tu n'auras pas de vie privée et tout. Donc il vas chercher le pain il vient vivre à côté de chez moi, etc. Et donc pas mal de joueurs n'étaient pas sûrs. T'es sûr sur Johnny et tout. Et j'amène mon préparateur physique anglais avec moi. Et au retour, donc, on fait 3 jours de tests physiques. Et là, il met à l'amende tout le monde. Il est monstrueux. C'est le plus en forme physiquement, etc. Et après, il a transformé cette équipe du RCT. Et en plus, en étant pratiquement jamais blessé. Et par contre, voilà, un professionnalisme, un leader, un joueur exceptionnel. Et il a fait revivre Toulon de ses cendres, mais aussi lui, parce qu'il ne rejouait plus, il n'arrivait plus à enchaîner les matchs, etc. Et ce qu'il a amené au RC Toulon. Mais moi, voilà, Mignoni, Emmanuelli, Bruno, Joey Lab, j'ai amené Fernandez Lobé. Après, il y a eu Schofield, il y a eu pas mal Joey Lab, comme tu l'as dit, May, etc. Mais c'est Mourad Boudjela qui avait 2 joueurs du président et qui fait 2 cadeaux au club qui sont exceptionnels. Et Johnny Wilkinson, ça a été une histoire fantastique. Il va rapporter 4 titres. 4 titres. Et puis c'est une légende du rugby mondial, mais c'est une légende à Toulon. On parlait d'enfance tout à l'heure. Moi, le rugby, j'ai suivi plus tard que vous, je pense. Et Johnny Wilkinson, c'est la première star, avec peut-être Dan Carter, les 2 que je vois évoluer. Et sur Johnny Wilkinson, j'ai le souvenir d'un intérieur sport sur Canal+, qui l'avait suivi à Toulon. Et je voyais ses entraînements où il essayait sur un peu avec le ballon. Avec le ballon, et qui est à l'extérieur, qu'il essayait de toucher les poteaux en drop à chaque fois. Et je trouvais ça... en fait, tu disais, le professionnel à l'entraînement, j'imagine qu'il était avant les autres, après les autres, et qui faisait fermer plus le stade, que les autres. Quoi. Tu m'avais raconté qu'il devait fermer le stade. Des fois, il fallait fermer le stade. Mais bon, d'un professionnalisme incroyable. Et il a fait grandir aussi cette équipe, parce que toi, manager, à Toulon, j'avais certains jeunes qui avaient des mauvaises habitudes. L'entraînement était à 10h, ils arrivaient à 9h50, ils avaient la trace de l'oreiller sur la joue. Et les premières demi-heures, ils dégueulaient tous les ballons. Et Wilkinson, il était fou. Il me dit, Philippe, c'est pas possible. Lui, il arrivait à 8h du matin, il avait rendez-vous avec le kiné. Après, il faisait son strap. Après, activation avec Steve Welsh. Après, il faisait un pré-warm-up. Et lui, à 10h, il était prêt. Mais parce que lui... Le reste de l'équipe l'a fait après aussi ou pas? Mais il entraînait tout le monde. Bon, après, il y avait aussi Pierre Mignoni et Fernandez Lobé qui étaient des vrais professionnels et tout. Et après, à la fin de l'entraînement, il restait et il demandait aux mecs de rester pour faire des extras, des skills. Donc après, on avait mis en place, il y avait Aubin Weber, Tana Umaga, moi. On mettait en place après des exercices, après des ateliers après les entraînements. Et les mecs... Et donc, au départ, il n'y avait pas grand monde. Et à la fin...
tout le monde restait. Et la première année, Toulon avait été en difficulté. La première année, on finit premier ou deuxième après 26 journées. Et on perd en demi-finale à Saint-Étienne. Et on fait finale de la conférence européenne. Avant de revenir sur cette demi-finale, il y a un joueur qui était déjà présent, qui va incarner ce renouveau toulonnais quand même, c'est Sonny Bill Williams, un phénomène absolu. Je crois qu'il peut être dans ton 15 de légende. Ah oui. Il y sera. Et rapidement, cette équipe de Toulon, ça devient un épouvantail. On va voir des images de Toulon 2009. Tu pensais que ça allait marcher aussi vite que ça? Parce que finalement, il n'y a même pas eu de saison de transition. On regarde Sonny Bill qui traverse comme si c'était une défense de cadet, le crochet extérieur sur le dernier défenseur, une course de 40 mètres. Cette équipe de Toulon, ça marche vite, tu l'as dit, premier de la saison régulière. T'es surpris du succès du RCT? Où je suis surpris, c'est que quand tu arrives et que tu changes 18 joueurs, ça veut dire à peu près un tiers de l'effectif totalement changé. Et étonnamment, la mayonnaise prend tout de suite, elle prend entre les joueurs de Toulon, les joueurs français, les joueurs étrangers. En plus, j'avais des joueurs aussi comme Kefou, comme Njak, Joe Van Nicker, qui était un leader incroyable, mais il y avait aussi Suta, enfin il y avait aussi de très bons joueurs. Et c'est vrai que d'un coup, la sauce prend. Alors après, voilà, on avait fait des choses parce que je savais que certains joueurs sur l'hygiène de vie, ils étaient limites. Donc j'aime bien parce que chaque fois Philippe il évite de donner les noms, tu vois. Ouais, j'allais dire, et donc, on veut des noms. alors j'avais mis en place quelque chose en pré-saison qui était exceptionnel pour pas qu'ils aillent à Saint-Tropez au VIP parce qu'ils étaient tous potes avec Jean Roch. Je faisais entraînement à 7h du matin. On s'entraînait de 7h à 10h et il faisait très chaud. Donc je dis les gars, on s'entraîne et après sous prétexte de la chaleur. Je vous laisse beaucoup de repos et on s'entraînait de 18h à 20h et on mangeait parce qu'à l'époque on s'entraînait dans un camp de l'armée et on mangeait ensemble le soir et donc on finissait à 21h et donc pendant 2 mois je leur ai fait ce programme-là, donc c'était difficile pour eux d'aller à Saint-Tropez parce qu'il y a quand même 1h et demie de route, et d'être le lendemain matin à 6h30, 7h du matin. Et donc, tout d'un coup, j'ai des mecs qui perdent 7, 8 kilos. On avait fait une grosse préparation physique. Et tout d'un coup, voilà, la mayonnaise a pris très, très rapidement. Julien, malgré ce que raconte Philippe, Toulon, à cette époque-là, c'est pas le club qui a la plus belle image du top 14. On parle des mercenaires du RCT. Tu te souviens de cette arrivée un peu ronflante et le retour au premier plan de Toulon? Ouais, alors moi, la première chose qui m'avait marqué sur le retour de Toulon, c'était 2-3 ans avant. Ah oui, en Pro D2. Pro D2, Mertens, Umaga, Gregan qui Gregan, débarquent. bien sûr, c'était n'importe quoi. Et là, on fait oula. Anton Oliver au talon. Enfin, et déjà, là, on se dit, bon, Mourad Boudjelal, on ne sait pas qui c'est, mais il met les moyens pour faire remonter le club. Ça remonte. Premier match Toulon-Clermont. Clermont qui se fait humilier par Marc-Andreu à Mayol. Voilà, et là, on dit, bon, ok, donc Toulon est de retour. Moi, c'est vrai que je n'avais pas connu ou je n'avais pas de souvenir du grand Toulon des années 80. Des années 80. Oui, moi non plus. Et donc là, je me dis, bon, bah ok, c'était une place forte un peu légendaire qui revient et on va voir ce que ça donne. Et effectivement, à partir de 2009-2010, là, on a compris. Alors, on les a beaucoup joués, on a gagné des fois, on a perdu pas mal aussi. Et parce que certes, il y a cette demi-finale, mais il y a eu quelques finales de Coupe d'Europe aussi derrière. Finale de Coupe d'Europe, voilà. Avec Armitage, tout ça. Et là, ça a été... oui, c'était phénoménal. Alors après, il y avait une forme peut-être aussi un peu pas de jalousie parce qu'il y avait une sacrée équipe à Clermont là-dedans, mais il y avait aussi diamétralement opposé quand même. Le côté Mourad Boudjelal, peu show-off de Mourad qui faisait que des fois ça crispait un peu les gens quand on n'était pas toulonnais. Mais alors, et c'est pour ça, pour moi, c'était étonnant. Parce que, voilà, en plus d'arriver en Angleterre, j'avais des présidents, on ne fait pas de vagues, on est poli, on essaye d'être pas lisse, mais voilà. Et là, Mourad, mais il me l'avait dit, texto, il m'a dit, Philippe, ne t'inquiète moi, je veux qu'on parle du club tous les jours.
en bien ou en mal, je m'en fous, mais je veux qu'on parle du club. Et c'était sa grosse force. Alors après, des fois, un coup, il avait annoncé une équipe qu'on allait faire, qui a été après l'équipe qui a été championne d'Europe. On l'avait écrit un soir sur un papier dans un restaurant. Je me souviens, on buvait du vin de qualité. Et le lundi, cette équipe était dans l'équipe. Et par contre, là, moi, j'avais les joueurs qui venaient me voir, mais il va avoir Botta à ma place, il va avoir ça à ma place et tout. Et donc après, toi, tu es obligé de gérer et tu essayes de l'appeler et il ne te répond pas. Donc c'était Mourad Boudjela, mais il a fait de ce club, d'abord, il a fait rêver les gens. Le stade était plein, on allait jouer à Marseille, c'était exceptionnel. Et puis voilà, il n'avait aucune limite. Mais lui, voilà, il a cassé les codes, un peu comme Max Guazzini a su casser les codes avec le Stade français. Il a cassé les codes et il me l'avait dit. Il avait été honnête. Il m'a dit, Philippe, moi, je veux qu'on parle de mon club en permanence. En bien ou en mal, il s'en foutait, mais il voulait faire le buzz en permanence. Et ce qu'on a compris, enfin en tout cas moi la perception que j'en ai eue, mais c'est venu que quelques années après, c'est que c'était aussi quelqu'un qui, quand il faisait des grosses saillies dans les médias, c'était parfois quand les résultats étaient un peu plus compliqués. Des contre-feux. Et c'était une forme de contre-feu pour finalement prendre la lumière médiatique et laisser le groupe un peu plus tranquille pour travailler. Ça aurait été pas mal que tout le groupe soit au courant aussi, parce que je peux te garantir qu'en interne à Toulon, ça n'a pas toujours été perçu de cette manière-là. Quoi. Des fois, on se dit, attends, mais qu'est-ce qu'il dit ? Ilia, tu avais une question peut-être sur Mourad ? Oui, tu as répondu en grande partie. C'était le personnage, mais j'imagine aussi le passionné de rugby et de Toulon. C'était pas que ce côté chaud, il y avait aussi un attachement viscéral à ce club. Oui, tout à fait. Et puis un attachement viscéral, il y a une histoire aussi personnelle de lui avec cette ville de Toulon. Il avait très mal vécu aussi le passage du Front National à Toulon. Et donc, pour lui, d'être le président de ce club... C'était une revanche un peu. Et voilà. Et puis, il le dit... Il le disait, il dit, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, je crois en D2, à Mayol, contre un match en D2, il y a eu 500 personnes ou 600 personnes. Et qu'après, on faisait 50 000 personnes à Marseille. Donc, il a fait revivre le rugby club toulonnais avec des méthodes qui étaient des fois différentes de notre culture du rugby. Mais bon, comme tu dis, moi, on me l'a dit, j'y étais pas, mais quand il était en D2, quand il a repris le club, il avait dit qui est le meilleur joueur au monde. Et les mecs lui avaient dit Tana Umaga. Il dit je vais signer Tana Umaga. Et il lui avait fait... Et Tana Umaga est arrivé au RC Toulon en D2. Donc déjà, pour ça, il fallait quand même avoir des coronesses pour faire venir un mec comme ça dans un club de D2. C'est sûr que Mourad Boudjela est à la fois séduisant, il avait les moyens, il parle bien, il vendait un projet. Je comprends qu'il y ait des joueurs qui se laissent séduire par le fait de vivre à Bandol, d'être dans un club historique, d'avoir un salaire correct et un président un peu foufou, quoi. Mais par contre, ce qui m'avait surpris sur le premier match en tant qu'entraîneur au RC Toulon, moi, en Angleterre, les présidents, ils n'avaient jamais fait une conférence de presse dans l'année, ou à part quand tu signais un joueur important et tout. Et là, le premier match... Et après le match, je parle à mes joueurs dans les vestiaires. Et là, je vais pour aller aux médias à la conférence de presse. Et Mourad était déjà en train de débriefer le match. Donc, mais après, tu t'adaptes à tout. Mais ça a été... Et parfois, tu as dû faire... Non, mais c'était étonnant. Mais bon, ça faisait partie aussi du personnage et du monstre médiatique. Parce que quand même, médiatiquement, il est très bon, il est très fort, il a des phrases, des punch, c'est imagé et en communication, il est très très bon.